On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le nouveau président d'honneur de Leucan Montérégie pour 2021. On parle ici du député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Mais d'abord, parlons de l'avenir des golfs. Les propriétaires ont convoqué une consultation publique et on nous a délégué l'urbaniste qui est chargé de ce projet. L'avenir des terrains de golf, on en parle depuis des années, mais là, on a l'impression qu'on entre dans l'entonnoir où, ultimement, on devra prendre des décisions. C'est sûr que l'industrie du golf a connu des moments difficiles. Plusieurs terrains même ont fermé. Regardons dans la région le Petit Neuf-Trous, le golf de la Mairie, qui est évidemment qui n'est plus en opération depuis quelques temps. Il y a eu des enjeux économiques aussi à Saint-Jean. Le club de golf des Légendes à Saint-Luc annonce sa fermeture dans un an. Donc, il y a des enjeux liés à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les terrains de golf? Là, on tombe dans la sphère politique et on tombe aussi en campagne électorale. Tout le monde aura à se positionner là-dessus. Mais entre-temps, il y a eu les propriétaires du golf des Légendes à Saint-Luc ont organisé une soirée de consultation, probablement pour tâter le pouls un peu, pour voir qu'est-ce qui serait possible ou qu'est-ce qu'on aurait à présenter. Bref, question de faire le tour de la question. Notre invité s'appelle Marc Perrault. Il est président de la firme d'urbanisme M. Perrault. Bonjour et bienvenue. Merci de l'invitation, M. Latour. Bon, expliquez-nous tout d'abord comment vous vous êtes retrouvé dans le cœur de ce sujet-là, de cet enjeu-là, avec l'avenir du golf des Légendes. Bien, d'abord, j'ai été mandaté par les propriétaires actuels là, il y a à peu près 6 ans pour commencer à cogiter un peu sur le potentiel que pourrait y avoir en termes de développement immobilier là, sur ce terrain-là. Rapidement, moi, je leur ai dit, écoutez, basé sur mon expérience passée, pensez pas que vous allez faire un projet qui ne donnera pas aux citoyens un espace vert substantiel par rapport à la superficie que vous occupez. C'est sûr. Ce à quoi ils ont accédé assez rapidement. Puis on a fait des discussions avec la municipalité, mais c'était très difficile d'avoir une relation continue. On faisait des propositions, on essayait d'avancer, puis les retours n'étaient pas rapides. Puis bref, pendant toute cette période-là, pendant 6 ans, en fait, là, on a tenté, tant bien que mal, de définir ce que pourrait être un projet sur le terrain. Et puis, on en est là. Présentement, les propriétaires ont décidé de mettre fin à leurs opérations, comme vous l'avez dit, à l'automne qui vient. Et puis, moi, je leur ai dit, stratégiquement, on ne peut pas juste dire on met fin aux opérations. Il faut absolument en informer la population, leur dire quelles seraient vos intentions à l'égard du développement futur. Et puis, on en est là. On a décidé de le faire à travers une consultation publique que nous, on pilote, parce que malheureusement, la municipalité a choisi de ne pas prendre le leadership sur cette opération-là. Bon. Est-ce que je me trompe, mais vous êtes également impliqué dans le projet de M. Poirier sur ce que nous, on appelle l'ancienne terre à boucher? Pas du tout. Vous n'êtes pas impliqué dans ce projet-là? Pas du tout. OK. Donc, je travaille à l'occasion avec M. Poirier mais sur d'autres projets, mais pas celui-là. OK. Bon, je voulais juste être sûr de cette information-là parce qu'on m'avait dit autre chose. Oui. Bon. Revenons à ce projet-là. Bon, vous parlez justement de la fameuse consultation. Il y a des gens qui ont reçu ça. Vous avez fait ça par Zoom, je pense que c'est la semaine passée. Tout à fait. Même les gens, au début, se demandaient, est-ce que c'est la... Parce que c'était pas clair au début. Est-ce que c'est la Ville ou c'est les promoteurs qui nous consultent? Parce que la Ville, le conseiller Savard avait dit un jour, on va consulter. Bref, est-ce que ça n'a pas entraîné un peu de, comment je dirais, de confusion? Oui, sauf qu'on a essayé autant que possible de faire une brisure là, entre ce que la municipalité pouvait faire puis ce que nous, on souhaitait faire comme opération. Et c'est la raison pour laquelle, sur l'invitation qui a été lancée, il n'y a aucun logo de la municipalité. Non, tout à fait. Vous avez on a raison. essayé d'être le plus neutre possible. Donc, c'est dans ce contexte-là, mais on ne pouvait pas faire... D'abord, c'était extrêmement difficile de rejoindre les gens. Oui, avec le contexte. Dans le contexte. Ça aurait été beaucoup plus agréable, évidemment, d'être capable de les inviter, même au clubhouse, puis de faire une rencontre en vis-à-vis, mais avec le contexte, on a fait le mieux qu'on pouvait. Bon, on est beaucoup aujourd'hui dans une dynamique d'acceptabilité sociale. Tout à fait. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que pour bâtir autre chose là-dessus, ça prend un changement de zonage. Clairement. Et s'il y a un changement de zonage, il faut que le conseil, majoritairement, soit d'accord. Puis deuxièmement, quand il y aura tenue de registre, les citoyens peuvent toujours aller contester puis demander la tenue d'un référendum. Donc, ultimement, les riverains ont toujours un droit de regard, presque un droit de vie ou de mort sur les projets. Vous avez raison. Puis c'est la raison pour laquelle on a pris les devants puis qu'on a, plutôt que d'être... On a une attitude plutôt proactive là, dans la suite des choses là, qui va suivre la fermeture. Bon, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on propose? Parce que moi, dans les dernières années, les gens me disent « Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Mais on me dit « Ouais, mais est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a un projet? » La journée qu'il y aura un projet, on va le regarder, puis on va dire oui ou on va dire non. Donc là, pendant des années, il y a des hypothèses, on extrapole que peut-être qu'il pourrait se passer. Fait que
à un moment donné, il faut arriver aussi avec un projet assez concret pour orienter un peu la discussion. On va y venir, en fait. Moi, ça fait des années que je travaille sur des projets qui sont sensibles, que ce soit en villégiature ou même en milieu urbain. J'ai appris une chose basée sur cette expérience-là, c'est que je ne peux pas arriver et dire « voici mon projet ». OK. Dans un premier temps, moi, j'ai toujours la même approche, puis les promoteurs, heureusement, du projet ont accepté ça. C'est rencontrons les gens, puis écoutons ce qu'ils ont à dire le plus possible. Puis, basé sur ce qu'ils ont, essayons de décoder à travers ce qu'ils nous disent, quel serait le minimum acceptable ou quels sont les enjeux véritablement, puis ce à quoi les gens tiennent vraiment beaucoup. Puis essayer, d'après ça, dans un deuxième temps, d'arriver effectivement avec des balises d'aménagement. On s'entend, on n'arrivera pas avec un concept final à la fin de l'opération qui se déroule en fait en 3 étapes. À la prochaine étape, on va faire une espèce de synthèse des enjeux qui ont été... que les gens parce que les gens nous écrivent beaucoup ces temps-ci, là, en prévision de la prochaine rencontre. On va faire la synthèse de ça, puis on va commencer à dessiner, si on veut, là, un plan. En temps normal, on aurait fait par atelier, ce qui est beaucoup plus intéressant, honnêtement. Mais là, on va composer avec la situation, puis progressivement, on devrait arriver... On ne satisfera pas la majorité. Mais je pense qu'on va peut-être avoir des mesures originales, créatives, qui vont faire en sorte que les gens ça va les faire réfléchir un peu sur le fait que peut-être que ça devient plus intéressant que ça ne semble l'être présentement. Bon, parce que là, en ce moment aussi, il y a comme une joute politique qui se joue sur ce terrain-là. Bon, d'un côté, l'équipe du maire qui dit, encore, il était à notre émission en début de semaine, qui dit, écoutez, nous, c'est pas compliqué. Si l'équipe Alain Laplante est majoritaire, il n'y a pas de dézonage. Point à la ligne. Puis, au mieux, on est ouvert à les acheter à la valeur d'un terrain de golf et non pas à la valeur spéculative d'un projet domiciliaire pour en faire des espaces verts pour les citoyens. De l'autre côté, l'autre équipe qui se présente veut préserver la qualité de vie des citoyens, mais demeure quand même ouverte au développement parce que les municipalités ont encore besoin de revenus pour financer leurs projets X, Y, Z. Donc là, vous êtes pris un peu pour patauger entre les deux, parce que là, la campagne électorale, elle s'amorce. Il y aura des élections à l'automne. De toute façon, on est hors délai pour demander un changement de zonage. De toute façon. Donc, c'est pas un peu délicat d'arriver dans le débat au moment où on est en campagne électorale et on ne sait pas ultimement ce que le prochain conseil va décider? Notre objectif, nous, c'est d'essayer de livrer une information la plus juste possible aux résidents, puis ils prendront la décision qu'ils voudront par la suite. Mais quand on nous dit c'est le zonage, conserver le zonage, c'est le statu quo, moi, je ne peux pas accepter ça, puis je ne peux pas donner l'impression aux résidents que c'est ce qui va se produire. En fait, ce qui donne la valeur aux propriétés, dans un premier temps, c'est le paysage du golfe. On s'entend là-dessus. Ce qui fait que ce que je souhaite, moi, c'est qu'on préserve le paysage à l'arrière-cour des résidents. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être un golf, ça peut être un parc, en fait, là. Puis c'est déjà presque aménagé en termes de parc à l'heure où on se parle. Ouais. Alors, si on ferme le terrain de golf, puis qu'il n'y a pas d'alternative, puis qu'on ne s'entend pas avec la municipalité sur un territoire à définir qui va demeurer à des fins de parc, bien, ce qui va se produire, c'est qu'on va laisser le gazon pousser librement. Le propriétaire va vraisemblablement décaper les verres de golf parce qu'il y a une valeur sur le marché, on peut revendre les verres de golf. Fait que là, le bel aspect champêtre, intéressant de ce terrain-là va être perdu. Puis c'est très difficile par la suite de les rattraper. Donc, c'est la raison pour laquelle on aimerait ça être capable d'être en mesure de définir un territoire qui va être le territoire de conservation ou d'espace vert, qui devrait protéger la valeur des propriétés, puis qui va redonner aux résidents un espace vert accessible, qui est présentement accessible uniquement l'été aux golfeurs. Tu sais. C'est clair, je me mets dans la position, si moi j'avais une maison adossée au golf, qui vaut X, Y, Z, parce que justement, je n'ai pas de voisins en arrière de chez nous, bien, c'est clair que si vous me proposez un projet où je vais avoir des voisins en arrière de chez nous, je ne serais pas d'accord. Ça ne marchera pas. Donc, la zone tampon, là, c'est quoi? C'est 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres? C'est quoi la distance idéale pour satisfaire, disons, justement, les arrière-cours de ces résidents-là pour qu'ils soient satisfaits, disons, d'un projet futur? C'est un mixte. C'est un mix de choses parce que parfois, l'ouverture à l'arrière des cours est très ouverte, puis les gens voient loin, voient l'espace vert sur un espace prolongé. Puis d'autres fois, cet espace-là est coupé par des écrans, on le comprend. Il y a des arbres là, qui sont présentement sur le terrain de golf. Ça fait qu'on doit moduler cet espace-là. Il n'y a pas de chiffre magique, mais il y a un élément qui est important, par contre, c'est
qu'est-ce qu'on va voir au-delà de cet espace vert-là? Est-ce que ce sont des bâtiments de 3 étages et demi ou des maisons unifamiliales comme la maison qu'ils habitent déjà présentement? Ça change tout à fait la perspective là, d'un résident qui ouvre sa porte patio puis regarde ce qui se passe derrière chez lui. Là. Bon, un autre enjeu qu'on entend beaucoup, puis c'est aussi forcément lié au projet de M. Poirier avec ses 200 maisons, c'est de dire, OK, disons que vous me garantissez qu'en arrière de chez nous, je ne verrai pas de voisins. Fait que si vous faites un développement puis ça ne me dérange pas, tant mieux. Mais là, ce que les gens nous disent aussi, c'est qu'il y a déjà un enjeu de circulation à certains moments de la journée sur le boulevard Saint-Luc, la 104. Donc, si on rajoute 200 maisons chez M. Poirier, puis si on rajoute je ne sais pas combien de centaines de maisons sur les terrains de M. Morin aux Légendes, bien là, on fait quoi que les enjeux de circulation? À peu près ça, les enjeux de fréquentation de bassins scolaires pour les écoles. Donc, l'enjeu, il est plus large que simplement juste l'arrière-cour de mon voisinage. Ouais, nous, on n'est pas aussi avancé que M. Poirier dans le développement de son projet, dans le sens que demain matin, on ne pourrait pas développer. On a besoin d'infrastructures, on a besoin que le projet va s'étaler sur plusieurs années. Ce qui fait en sorte qu'on pense être en mesure, à ce moment-là, au moment où les gens vont commencer à habiter un projet, ils n'auront pas nécessairement besoin de traverser le secteur qui est au sud, là, à travers les rues locales. Puis ce qu'on souhaite, c'est d'arriver à une entente avec la municipalité pour que la fameuse collectrice bergère soit construite, puis qu'elle devienne l'artère de desserte du projet, puis que les gens puissent, dans le fond, se diriger plutôt vers la montée... Laurent-Saint-André, quoi? Laurent-Saint-André. OK. Laurent-Saint-André, il n'est pas présentement configuré pour recevoir de la circulation, mais c'est un petit peu l'enjeu de l'urbanisation, c'est-à-dire d'adapter parfois certaines infrastructures en fonction du développement qui s'en vient. Puis Laurent-Saint-André pourrait être appelé effectivement à avoir un gabarit qui serait capable d'accommoder. Puis on s'entend, on ne s'en va pas mettre 4000 unités d'habitation non plus là-dessus. Là. Bon, l'autre chose aussi, parce qu'actuellement, on dit que c'est zoné golf, mais dans le fond, c'est zoné récréatif. Tout à fait. Donc, quelqu'un me disait à la blague, mais bon, est-ce que ça peut être sérieux? Est-ce que demain matin, la famille Morin pourrait décider de faire un terrain de camping, de décider de faire une piste de go-kart ou de faire autre chose? Autrement dit, est-ce que le zonage actuel permettrait d'autres usages que le golf? Assez peu, honnêtement, mais pas jusqu'à l'excès que vous mentionnez. Mais il y a peut-être d'entreposage qui serait possible, relié, par exemple, à des véhicules récréatifs. Okay. Mais c'est pas ce qu'on souhaite, très franchement. Puis, je trouve triste un peu qu'on pense que le zonage, c'est une garantie. Un parc, c'est une garantie. Un parc, une fois que c'est désigné parc, c'est à perpétuité. Un zonage, n'importe quel conseil, suivant en fait, ses convictions, pourrait changer, pourrait décider que ça devient autre chose. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était très important qu'on en vienne on souhaiterait venir à une espèce d'adhésion au projet, à l'effet que où on met un espace parc, là, puis c'est fini, on n'en parle plus, c'est garanti à vie. Je reviens un peu dans la sphère politique parce qu'on va être là-dedans là, jusqu'à l'automne. Ouais. Évidemment, ceux qui sont réfractaires à ce projet-là, ils vont souvent nous dire deux choses. Ils vont dire, la famille Morin, ils bluffent en nous disant qu'ils vont fermer l'année prochaine. Ils ont eu une excellente saison de golf l'année passée, donc ils bluffent en disant qu'ils vont fermer alors qu'ils pourraient ne pas fermer. Ou d'autres vont dire, oui, mais c'est sûr qu'un terrain de golf qu'on transforme en domiciliaire, il y a une valeur spéculative. Donc, c'est sûr que pour le propriétaire du terrain, c'est bien plus payant de transformer ça en domiciliaire que de garder ça en golf. Quel argument on peut donner à ces gens-là quand ils nous disent ça? Bien, premièrement, le terrain, il y a 6,4 millions de pieds carrés. 2 millions est en zone agricole. Il a déjà été vendu à un tiers. Il y a 1,2 million qui, lui, a été vendu aux 3 actionnaires, là, qui est la compagnie numéro qui me mandate. Ce qui fait que la famille Morin, dans le fond, ils sont locataires sur la moitié du terrain qu'ils exploitent à des fins de golf. Okay. À chaque année, ils doivent renouveler leur bail, puis à chaque année, ils sont exposés à une négociation avec les propriétaires actuels là, sur la partie qu'ils ne possèdent pas. Ça fait que ça, c'est juste, ça les met à risque. En plus de ça, c'est que moi, j'ai parlé beaucoup avec les gens de la famille Morin, puis c'est une décision d'affaires, à un moment donné. C'est-à-dire, nous, ça fait 40 ans qu'on opère un terrain de golf. On veut laisser une forme de legs à la municipalité puis aux résidents dans le sens suivant, c'est qu'on est prêt à céder beaucoup plus de terrain qu'on en céderait dans un projet standard, entre guillemets, mais laissez-nous développer, puis on va le faire correctement. Mais la décision de fermer est liée en partie, oui, au fait que depuis des années, on break-even parce que si les années sont difficiles. Là, on a connu des saisons exceptionnelles. L'année passée, tous les terrains de golf, ils n'ont pas juste fait des bénéfices à cause de la COVID. C'est aussi parce qu'on a eu, au niveau de la météo, des conditions exceptionnelles. Fait que quand on combine les deux, est-ce qu'on va retrouver la même situation cette année?
Puis les années qui viennent, on dit souvent, une hirondelle ne fait pas le printemps. Bien, je pense que c'est pas 2 ans, 3 ans de bonnes années qui vont faire un rattrapage sur 10 ans qui ont été très difficiles. Puis un marché qui, on en conviendra, là, se renouvelle pas au même rythme que ça devrait pour entretenir un bassin de golfeurs, là. M. Perrault, merci beaucoup. Le temps file à vive allure. On a certainement l'occasion de se reparler. Puis l'invitation est lancée également aux propriétaires de ces terrains-là de venir aussi dans la sphère publique. Je comprends qu'on vous a mandaté, vous, mais il serait intéressant aussi de les entendre en entrevue dans les médias localement. Merci beaucoup. Merci, M. Letourneau. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le député de Saint-Jean qui a accepté la présidence d'honneur de Leucan-Montérégie pour cette année. Oh François, quel show cette semaine à Sport Express! La frénésie du vélo avec Pascal Deslauriers de Vélozone. En deuxième partie, Spike Ball, Round Net, tu connais ça? Avec Alexandre Lamar, hein? Ouais. Tu sais, le sport qu'on voit souvent dans les parcs, comme ça. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Chaque année, Leucan-Montérégie nous présente son président d'honneur qui va chapeauter un peu l'opération pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis là, normalement, on le reçoit pour parler de sujets corsés, d'enjeux de société, d'enjeux politiques. C'est le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Salut Éric, merci beaucoup de me recevoir pour ce sujet qui me tient tellement à cœur. Mais là, c'est moi qui ai une question pour toi. Là. Laquelle? Toi, Éric, est-ce que tu es euphorique, nerveux, serein ou comme moi, émotif? Assez serein. Assez serein. Assez ouais. serein. Ouais. Alors, tu vas sur le site de Leucan-Montérégie, t'es rasé et tu t'inscris comme serein. Et c'est comme ça cette année qu'on fait la campagne parce qu'il y a des types. Tu sais, moi, il m'a braillé. À chaque fois que je vois quelqu'un se faire raser ou être rasé, là, je braille. C'est plus fort que moi. Il y en a d'autres, c'est comme toi. C'est serein. C'est correct. Mais on fait tous du bien à des enfants qui en ont besoin, puis on se fait tous du bien parce que la société a besoin qu'on fasse ça. Malheureusement, il faut le faire une fois par année, là, mais on va le faire quand même. Et comment cette proposition-là est-elle arrivée aux députés? Ben, ils savaient que, d'abord, j'étais là les 2 dernières années, j'étais là comme équipe. Mon bureau participait comme équipe. Et pour moi, ça allait de soi parce que, je le dis, je braille à chaque fois. Depuis que j'ai vu les premiers, il y a 20 ans de ça, Défi tête rasée, que j'ai trouvé que c'était brillant d'un point de vue de campagne, mais c'était tellement important parce que ça faisait plus qu'aller chercher de l'argent. Ça sensibilise et ça solidarise. Et c'est la partie solidarité qui, moi, m'émeut là-dedans. À chaque fois que j'en parle, j'ai des poils qui me retroussent parce que une des premières publicités brillantes que j'ai vues du défi tête rasée, c'est le petit garçon qui rentre dans sa classe avec sa tuque. Et puis, en rentrant dans sa classe, il voit que tout le monde a une tuque. Puis tout le monde enlève sa tuque, puis ils sont tous rasés. Ça a changé sa vie, cette journée-là. Et ça, c'est la partie solidaire pour laquelle, moi, je ne suis pas capable de dire non, là, alors j'ai dit oui. Bon, est-ce que tu es touché personnellement par des amis, de la famille? Est-ce que tu as déjà vécu dans ton entourage des gens ou des proches qui ont eu des cancers, notamment chez les jeunes enfants?
On n'a pas besoin d'aller chercher très loin autour de nous pour trouver des victimes du cancer. Ma mère est morte du cancer. Évidemment, chez le cas, on parle des enfants en particulier. Et ça, on n'est pas capable de résister à l'appel de ce qu'on imagine que c'est la vie d'un enfant qui a le cancer et de sa famille. Heureusement, et la nouvelle a toujours été bonne, mais elle est de mieux en mieux. On a fait plus de progrès avec les cancers chez les enfants, que dans tous les autres cancers. Peut-être le cancer du sein aussi qui a progressé beaucoup en termes de recherche. Mais essentiellement, oui, on a tous une histoire, on a tous quelqu'un, on a tous une raison de plus. Et se faire raser, là, ça prend pas une raison plus forte que soi. Ça prend juste le temps d'y penser puis de dire, regarde, moi, je vais faire ma part, je mets ma tête à prix, je relève le défi. Moi, cette année, ma job de président d'honneur, c'est ça. C'est de dire au monde, parce qu'on est en pandémie, parce que l'année passée, ça a fini comme ça a fini, parce que la pandémie a poigné le défi dans le détour, puis que c'est pas évident, c'est pas facile d'aller motiver des gens parce qu'ils vont se raser à la télé, là. Ben, pas à la télé, mais devant leur ordinateur, un par un. Il n'y a plus les gros événements, là. C'est plus difficile. Mais je pense qu'on n'en a que plus de mérite, cette année. Oui, on est toujours dans la dynamique d'un événement virtuel, un peu comme celui sur lequel on s'est reviré sur un 10 sous l'an passé. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà un minimum d'expérience dans un genre de défi virtuel, mais ça se fait. Oui, oui. C'est juste que pour les gens qui ont été chercher de l'appui, des sous autour d'eux, eh bien là, c'est plus limité comme encouragement, comme cérémonial, comme événement. Ça reste beaucoup plus personnel. Mais en même temps, l'important, c'est que c'est pour ça qu'on le fait aussi, dans le fond. C'est pas juste pour se faire applaudir au milieu du centre commercial ou ailleurs, alors que ça se faisait en présentiel. C'est que, dans le fond, on le fait pour soi-même, pour se dire que cette cause-là vaut la peine qu'on aille. C'est une coche au-dessus. On comprend-tu? Toi, t'en as plus de cheveux, là. Ça serait facile, Éric. Tu sais, je te regarde aller, là. Tu sais, toi, t'aurais pas de mérite à faire ça. Mais je blague, là, mais parce qu'il y a des femmes qui se font raser, qui ont des cheveux jusqu'à terre ou presque, là, et tout le monde a un petit plafond à remonter pour se lancer. Mais c'est ça, la beauté de l'histoire. On fait le geste. Bon, mais dites-moi, dans les dernières années, est-ce que vous vous êtes rasé le coco pour le camp ou ça va être une première? Ou, Ça va être une première. J'ai des gens dans mon entourage. Au bureau, il y en a toujours eu, mais dans mon passé, pas si lointain, il y a des gens dans ma vie qui s'étaient fait raser. Tu sais, au début, j'avais dit, puis c'était un secret mal gardé, alors je n'ai pas eu l'air de le garder, mais j'avais dit, regarde, je vais être président d'honneur, là, mais je ne me ferai pas raser. La vérité, c'est que j'ai toujours eu envie et eu besoin de dire que j'allais me faire raser, mais je gardais ça pour le premier gala. À la fin du mois de mai, il va y avoir une première session de rasage, et ce jour-là, je ne me ferai pas raser. Et j'avais envie de dire à ce moment-là, mais il me reste 2 semaines, aidez-moi, rentrez-moi de l'argent, mettez ma tête à prix, je vais aller me faire raser. Bon, OK, c'est pas toutes les stratégies qui sont bonnes, celle-là n'a pas duré bien longtemps, mais c'est pas grave, parce que ça me donne plus de temps pour aller ramasser plus de sous, parce que c'est ça le principe. Puis moi, j'ai 124 amis ici, là. Je suis à mon bureau au Parlement, alors on va mettre à contribution, évidemment. Ben, en fait, j'ai 75 amis et 50 collègues, mais essentiellement, on va travailler fort là-dessus ici. Mais ma job, c'est de dire au monde, inscrivez-vous, il est encore temps, faites-vous raser fin mai, mi-juin, puis une fois que vous êtes inscrits, ben là, je vais demander aux gens d'aller aider ceux qui sont inscrits pour aller chercher plus de sous. Mais Louis Lemieux, lui, il se fait raser quand là-dedans? L'événement de juin, mi-juin, je n'ai pas la date, là, mais quelque part, là, ben, j'ai la date, je ne l'ai pas devant moi. Mais oui, je vais me faire raser. Ce que j'étais en train d'essayer de dire, puis ça a fait patate mon histoire, mais c'est pas grave, c'est que je voulais garder ça, puis comme si je me faisais convaincre à la dernière minute, puis j'embarquais. Bon, OK, tu vois, là, c'était pas brillant, mon histoire, donc ça n'a pas marché. Là. Qui aura le rasoir dans les mains? Je travaille là-dessus. J'ai une coiffeuse que j'aimerais bien être capable de convaincre, mais... tu sais, comme on est tous, il faudrait qu'on verra aussi dans quelles conditions on sera avec la pandémie. Si on est capable de faire ça dehors, ça va être plus intéressant. Bon, mais on ne sera pas en présentiel pour vrai, en groupe. Ça va dépendre de l'événement qu'on pourra créer. Mais je ne te le donne pas à toi, le rasoir. Non, OK. Ça répète un bon plaisir. Puis, quel est l'objectif fixé pour le président d'honneur lui-même? Bien, on commence à 10 000, les présidents d'honneur. Tu le sais, avec ton collègue de Boom, l'année dernière, avec Jeff,
on a chiqué la guenille pour augmenter la mise chacun de son côté. C'est 10 000. Moi, je n'ai pas de problème à dire qu'on va traverser le 10 000. L'important, c'est pas juste d'atteindre l'objectif, c'est de le dépasser. Ouais. C'est ça le but de l'exercice, dans le fond, en tout cas comme président d'honneur. Et on va surtout pousser beaucoup de monde à s'inscrire puis à essayer de relever ce défi. Quand même qu'ils vont juste chercher 50 $, 100 $, c'est pas grave, ça. L'important, c'est qu'on fasse le geste et qu'on fasse la démonstration de cette solidarité dont je parlais au début. Là, la bonne nouvelle, c'est que comme les élections provinciales sont quand même assez loin, ça va avoir le temps de repousser avant la séance photo? En fait, je vais peut-être garder ça, moi. Mais on s'entend, là, c'est une coupe militaire qu'on se fait donner, là. C'est pas au rasoir. Et mon ami Yann Lafrenière et plein d'autres ici qui se sont fait raser me disaient « tu vas y prendre goût, puis tu vas tout enlever ça. » Tu vas commencer par voir de quoi ça a l'air, puis on verra après. Ouais, mais le problème, c'est que dans le cas de Yann Lafrenière, ça n'a jamais repoussé. Non, mais ça... Écoute, te dire ce que Yann puis moi, on a échangé sur le sujet depuis une semaine, c'est assez particulier, toutes les histoires qu'il me racontait, mais j'ai son chèque. Alors, c'était le plus important. Il peut me dire les niaiseries qu'il veut en autant que j'ai son chèque. Ouais. En terminant, dernière question, parce que Louis, dans le passé, en tant que journaliste animateur, évidemment, tu as dû faire nombre d'entrevues, comme j'en ai fait aussi, avec des jeunes qui sont atteints du cancer, des histoires qui se terminent bien, des histoires qui se terminent moins bien. Tu sais, comme animateur, on est toujours un peu téflon, mais dans ce genre d'entrevue-là, c'est toujours un peu plus difficile. Comment tu réagissais dans le temps? Je te l'ai dit, je suis un émotif, je suis un braillard. J'ai rarement réussi à terminer une entrevue, surtout quand j'étais en présence de ces enfants particuliers qui sont les porte-paroles. J'ai rarement réussi à terminer l'entrevue sans choquer, comme on dit. Mais moi, je n'avais pas de misère avec ça. J'ai fait ma carrière en laissant mes émotions paraître. Alors ça, c'était pas grave. Ici, c'est plus difficile. Des fois, les émotions prennent le dessus, puis ça n'a rien à voir avec les enfants de Leucan. Mais je suis bien avec l'idée de laisser mes émotions paraître. Je l'ai dit. En fait, ça m'a charmé. Quand ils m'ont parlé de mathématiques cette année avec les 4, et puis que choisir lequel j'étais, j'ai fait leur test quand même, là, parce qu'ils font faire un test pour voir dans quelle catégorie. Mais moi, c'est clair que j'étais un émotif. J'ai jamais réussi à faire une entrevue comme celle-là sans avoir le moteur. Louis Lemieux, député de Saint-Jean et président d'honneur de Leucan-Montérégie pour 2021. Merci beaucoup, bonne chance. Et on invite les gens, bien sûr, à être généreux et bien hâte de voir cette image du coco rasé de Louis Lemieux au mois de juin. C'est trop bon pour moi, Éric. Salut. Merci beaucoup et merci tout le monde de suivre le mouvement et de relever le défi. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Prochaine collecte de sang sur le territoire, lundi 7, mardi 8 juin, 13 à 20 h à l'Aréna Marcel Larocque à Iberville. C'est en collaboration avec Boom 104.1. Et donc, si vous devez prendre rendez-vous maintenant pour donner du sang à cause de la pandémie, allez sur le site d'Emma Québec directement pour vous inscrire. À demain. Bye-bye.